bienvenue à ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Depuis la fin du mois d'août dernier, les combats ont repris entre l'armée fédérale éthiopienne et les rebelles tigréens. Les deux parties se rejettent la responsabilité d'avoir brisé cette trêve observée depuis 5 mois. Qu'est-ce qui explique cette reprise des combats au nord de l'Éthiopie? Quelles conséquences de cette reprise des hostilités entre l'armée fédérale et les forces tigréennes? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de la Centrafrique où le bloc républicain pour la défense de la Constitution a saisi la Cour constitutionnelle centrafricaine pour dénoncer la tentative de modification de la Constitution par le président Faustin Archange Touadéra. L'opposition centrafricaine accuse le président Touadéra de vouloir changer la Constitution afin de briguer un troisième mandat. Qu'est-ce qui justifie cette modification de la Constitution en Centrafrique? Quelles conséquences de ce changement de Constitution? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau avec nos invités, Monsieur Hassan Sambou, vous êtes directeur de publication de Réumi Quotidien. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Merci à vous, Daouda. Je salue également M. Ba et tous ceux qui nous suivent. Merci également à Dr Hamidou Samba. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques. Merci également d'être là avec vous, avec nous, autant pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Je n'ai pas encore soutenu. D'accord, donc je dirais doctorant Hamidou Samba. Voilà. Donc je reste d'ailleurs avec vous. Juste 5 mois de trêve ont été observés avant que les combats ne reprennent au Tigré. Selon vous déjà, qu'est-ce qui explique cette situation? On avait observé une trêve depuis 5 mois, une certaine accalmie. Subitement, les combats ont repris et chacun accuse l'autre d'être à l'origine de cette reprise. Jusqu'à présent, je pense chacune des parties n'a pas accepté en tout cas d'avoir commencer les hostilités, mais ce qu'on sait qu'il y a eu des mouvements autour du Tigré et qui a jeté en fait l'huile au feu, parce qu'il faut comprendre qu'en contexte de conflit, chaque partie ne fait pas entièrement confiance au discours de l'autre. Donc chacun essaie de surveiller potentiellement ses intérêts. Et je pense qu'il y a eu un malentendu sur des mouvements de troupes autour du Tigré, et en tout cas des zones au niveau du front, ce qui a fait qu'en fait, malgré qu'il y a eu, en tout cas, il y avait une sorte de cabinet autour des négociations, malgré ça, parce que ça a commencé en juillet, malgré ça, il faut dire que les deux parties ne se font pas confiance par rapport à cela. Je pense que c'est ça. Il y a un malentendu qui a jeter le feu aux poudres. Voilà. Et on reste avec ce malentendu-là. Déjà, le gouvernement éthiopien accuse les rebelles d'avoir étendu leur offensive aujourd'hui un peu plus vers le sud, ce qu'aujourd'hui ne tolère pas le gouvernement fédéral éthiopien. Les forces tigréennes, pour leur part, eux parlent d'un nouveau raid aérien de l'armée contre la capitale du Tigré, à savoir Mekele. Aujourd'hui, quelles conséquences déjà de cette reprise des combats, surtout sur le plan humanitaire? Non, mais des conséquences très graves, parce qu'on a vu qu'on parle d'estimation autour de 5 200 à 6 millions de possibilités de personnes en situation de famine. Et bien sûr, ça, c'est les chiffres officiels obtenus par bien sûr certains ou Amnesty. Mais sur le plan humanitaire, on voit déjà que c'est un désastre. Parce que normalement, il y a un droit de respect à la dignité humaine, même en situation de conflit. Donc les civils, les populations qui ne font pas partie du front, donc les ennemis qui doivent se combattre selon les règles, le droit de la guerre ou droit dans la guerre, doivent épargner une certaine catégorie de population, ce qui n'est pas le cas. Donc de part et d'autre, les partis s'accusent, du Front de libération du Tigré, ils accusent le gouvernement fédéral de faire des exactions sur les populations civiles, et d'autre part, on accuse le front tigréen d'aller plus au sud, d'intervenir dans les régions, d'ailleurs dans les deux autres régions, Amara et tout ça, et en faisant aussi des exactions, on parle de viol sur des populations civiles, l'utilisation du viol comme arme de guerre. Au-delà des développements qui ont été faits par M. Seba, est-ce que également le blocus humanitaire que refuse de lever l'armée fédérale ou bien le gouvernement fédéral éthiopien n'explique pas en partie également cette situation, c'est-à-dire la reprise des hostilités?
Oui, je pense que c'est en partie seulement. Effectivement, les Tigréens sont énervés, hein, entre guillemets, par cette situation-là, c'est vrai, que vous décrivez. Mais il me semble qu'en effet, la reprise des hostilités est surtout liée au fait qu'il n'y a pas véritablement un plan de suivi du processus de paix. Parce que vous savez, la paix, ça se nourrit, ça se programme, ça se planifie, ça s'entretient en fait, ce que je veux dire. Il faut des comités. Il faut vraiment qu'on aille vers un vrai processus de paix, en mettant en place des organes qu'il le faut, en essayant d'aplanir les difficultés à chaque fois, avec des commissions de part et d'autre, etc. Tout cela, on ne l'a pas mis en place. Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent des trêves décrétées d'une façon unilatérale. C'est parfois le gouvernement éthiopien, c'est parfois les rebelles alors qu'on sait qu'en réalité, ceux qui décrètent des cessez-le-feu d'une façon unilatérale, souvent sont dans des difficultés. Et le font d'un point de vue stratégique, militaire, pour pouvoir davantage s'organiser, se préparer et revenir aux hostilités. On sait en réalité que ces conflits ont un soubassement ethnique grave entre Tigréens, les Omoro, etc., Amara, et même contre des Érythréens. Alors, la difficulté majeure, c'est que les gens ont le sentiment, parce qu'il faut, à partir de l'origine du conflit, le sentiment qu'ils ne sont pas assez considérés. C'est toujours comme ça. Ils ne sont pas assez respectés, qu'ils sont écrasés, qui, bien entendu, tant qu'ils sont sous la coupole des autres, ils ne seront jamais vraiment respectés, vraiment, ils ne vont jamais s'en sortir. Et quelque part, leur conviction reste que l'option, c'est la guerre. Et ils ont des soutiens pour cela, ils ont des armes pour cela, ils ont des combattants pour cela, et quelque part, ils ont des positions qui sont déjà acquises. Jamais ils vont lâcher prise par rapport à ça. Maintenant, on peut décréter des cessez-le-feu, mais en réalité, comme je l'ai dit, le cessez-le-feu, ça doit être planifié, organisé, entretenu sous la coupole des organisations sous-régionales et des Nations Unies. Mais par rapport à cela, vous parliez tout à l'heure de suivi du processus de paix. Déjà, on a vu qu'il y a pas mal de médiateurs également américains et européens qui ont fait le déplacement à Mekele. Il y a aussi eu des rencontres dites secrètes autant pour moi, que ce soit aux Seychelles ou bien à Djibouti. Mais ça aussi, c'est dans le cadre du suivi aujourd'hui de ce processus de paix-là. Absolument, mais vous savez, moi j'ai un souci majeur par rapport à l'Éthiopie. C'est quelque part, quand l'année dernière le conflit avait débuté, on a vu le comportement des Occidentaux qui tout de suite avaient demandé le départ de leurs ressortissants, comme si quelque part l'Éthiopie s'est terminée, quoi. Ou bien en tout cas le régime de Addis Abeba allait tomber, etc. C'est ce qu'on avait compris. Et on a senti quelque part qu'après le prix Nobel de la paix, quelque part, les Occidentaux, les Américains en voulaient un peu à Abiy Ahmed. Je ne sais pas pourquoi. C'est le sentiment que j'ai eu. Ce voyage à Mekele, tout cela, ça ressemble beaucoup plus à un soutien aux Tigriens que vraiment à une volonté réelle de voir asseoir les conditions de la paix dans ce pays-là. Donc, quelque part, je me dis, les autorités fédérales éthiopiennes se méfient un tout petit peu des Américains, ils se méfient un petit peu des Occidentaux, et parce qu'ils pensent que quelque part, peut-être que le régime de Addis Abeba, le régime fédéral, n'arrange plus les Occidentaux, pour des raisons peut-être géostratégiques, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me laisse penser au fait que quelque part, j'ai le sentiment que les gens ne sont pas là forcément pour soutenir le processus de paix, mais beaucoup plus... Et on reste même avec cette méfiance-là. M. Ba, déjà, les forces tigréennes aujourd'hui se méfient également du médiateur actuel de l'Union africaine, à la personne de l'ancien président Olusegun Obasanjo, qu'il juge aujourd'hui partisan par rapport aux idéaux et à la vision du Premier ministre Abiy Ahmed. Est-ce que cela aussi ne peut pas constituer un certain blocage par rapport à un médiateur aujourd'hui qui doit rencontrer les différentes parties prenantes à ce processus-là? C'est tout à fait normal. Parce que vous savez, la négociation ne peut jamais être que le dernier recours dans une guerre. Une guerre commence lorsque les négociations ont échoué. Et une guerre se finit toujours autour des tables de négociation. C'est inévitable. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne ces rapports de force entre le Tigré et l'armée fédérale, quel que soit Alpha, on sera obligé d'aller vers des tables de négociation.
C'est-à-dire que ça, c'est la règle. Sinon, on va vers des crimes de masse, des crimes contre l'humanité, parce que c'est quoi la guerre sinon que chacune des parties, chacune des unités politiques essaie de contraindre par rapport à une situation qu'on considère comme ingérable. Par exemple, là, ceux qui sont du Tigré considèrent qu'ils sont lésés par la redistribution des postes politiques. Ça fait partie de la frustration originale, alors qu'ils représentent 6%. Au nom de quoi ils devraient être plus que ce qu'ils sont déjà. Parce qu'on sait que la politique, c'est juste une affaire de compétition. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est normal, c'est de bonne guerre, c'est toujours de rejeter quelqu'un qu'on considère comme partisan. C'est de bonne guerre, ça fait partie des processus de négociation. Et il n'y a pas que cela, il n'y a pas que la médiation, il y a la conciliation, les bons offices. En tout cas, ce qu'il faut, si on veut aller vraiment vers des négociations porteuses, c'est de trouver un médiateur ou quelqu'un en qui les parties qui sont en conflit ont entière confiance. Et ça, il ne manque pas de personnalité qui pourrait porter cela. Est-ce que cela reviendrait aujourd'hui pour l'Union africaine de changer de médiateur, de choisir un autre médiateur qui ferait l'unanimité au sein des différentes parties? Oui, mais ça suppose que déjà qu'on soit dans le processus déjà de négociation. Même dans le processus de désignation même, on doit discuter avec les parties en conflit pour éviter de se retrouver dans ce genre de cas de figure où, si l'Union africaine retire son médiateur, qu'est-ce que ça voudrait dire aux yeux des observateurs? Ça veut dire que, est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter cette situation comme étant partisane pour le Tigré? C'est-à-dire que parce que chaque acte posé dans ce genre de situation peut être interprété à tort et à travers, et il faut faire attention. C'est pourquoi il nous faut, en Afrique, beaucoup plus globalement, des processus de négociation sur les conflits très huilés qui sont des processus inclusifs, qui intègrent. Voilà. Parce qu'en disant aux gens que on a plus à perdre dans une guerre que dans une paix. Donc, faire des compromis, ça fait partie de la négociation. Pour moi, ce n'est pas encore perdu, parce qu'il y a encore, il faudra juste un peu plus discuter et ne pas penser que c'est gagné à l'avance. Aucune négociation n'est gagnée à l'avance. Et chaque partie doit essayer de tirer le maximum profit de cette situation. Déjà, malgré les accusations mutuelles de part et d'autre, aucune confirmation de combat dans les zones citées n'a pu être obtenue dans l'immédiat de sources indépendantes. Cela s'explique par le fait que les journalistes aujourd'hui n'ont pas accès au nord de l'Éthiopie. Il y a également le blocus humanitaire imposé par le gouvernement fédéral et les réseaux de télécommunications également qui n'y sont pas très souvent disponibles. Déjà, quelle lecture faites-vous de la situation dans cette partie de l'Éthiopie? Non, mais c'est comme si, en fait, parce que ici, ça revient simplement aux formes de l'État post-colonial qui a du mal à maîtriser son territoire, que globalement son territoire, parce que tout simplement, même si on peut dire que l'Éthiopie n'a pas été colonisée, mais on est dans des formes d'hypertrophie. On a comme l'impression qu'institutionnellement, et du fait des purges qui ont eu lieu, parce que beaucoup de ceux qui sont dans la partie tigrée sont des anciens de l'armée, c'est des généraux, c'est des gens qui ont été écartés et qui sont partis de facto faire partie du Nord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'État doit faire en sorte d'avoir l'opinion publique, que ce soit interne comme internationale, de son côté, pour avoir plus de parties à tirer de cette affaire-là. Parce que ça n'arrange pas le pouvoir fédéral. Est-ce que l'explosion de l'État éthiopien arrangerait le pouvoir actuel? Non. Est-ce que celui qui a eu le prix Nobel, le Premier ministre actuel, grâce à ses actions en faveur de la paix, par rapport à l'Érythrée d'une part, et par rapport à d'autres conflits dans la sous-région, a intérêt à se retrouver face à terre comme ça, par rapport à un problème interne? C'est-à-dire qu'on se poserait, il a été élu par les Éthiopiens pour régler les problèmes internes, et l'une des fonctions régaliennes d'un président, d'un premier ministre, d'un chef de l'exécutif, c'est d'abord la sécurité des personnes et des biens. Et il me semble que les Tigréens en font partie. Et déjà, il s'est aliéné cette opinion-là, tigréenne, qui s'est, à cause des frappes au niveau des civils et des hôpitaux, tout cela, se sont ralliés vers le mouvement tigré. Pour moi, ça, je ne sais pas comment il a fait, mais c'est une très mauvaise analyse en termes stratégiques de se mettre à dos et de créer une situation humanitaire comme ça, sans précédent. Je pense que
Et vous avez rappelé tout à l'heure le prix Nobel d'Abiy Ahmed grâce au rapprochement de l'Éthiopie avec l'Érythrée. L'Érythrée, un pays également cité par les forces tigréennes dans cette reprise des offensives-là. Aujourd'hui, quel rôle ou bien quelle implication de ce pays dans le conflit entre les forces tigréennes et l'armée fédérale éthiopienne? Oui, je pense que... Déjà que je rappelle qu'avant le cessez-le-feu unilatéral entre ces deux parties-là, il y avait également l'armée érythréenne qui était accusée d'exaction dans cette partie, c'est-à-dire dans le nord de l'Éthiopie. Oui, je pense que la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée s'est faite un peu au détriment du Tigré. Parce que quand même les armements lourds étaient stockés au niveau de la partie Tigré quand il y a eu la guerre contre l'Érythrée. Et ça, les Tigréens, les Érythréens n'ont pas oublié. Aujourd'hui, on me dit que ce n'est pas le grand amour d'ailleurs entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Mais tout de même, il y a certainement une certaine forme d'alliance stratégique contre le Tigré. Et les Tigrés donc font aussi bien la guerre au gouvernement fédéral de l'Éthiopie, mais également à l'Érythrée. L'Érythrée, d'ailleurs, qui peut-être a été obligée de s'engager dans ce conflit-là auprès des troupes fédérales contre le Tigré. Parce que, comme on le dit souvent, il y a des intérêts géopolitiques, il y a des intérêts stratégiques. Même si ce n'est pas le grand amour entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ça, nous le savons. Quelque part aussi, ils ont intérêt à unir leurs forces, peut-être, pour essayer de mater cette rébellion au sein du Tigré, ce qui n'est pas évident du tout. Parce que l'impression que j'ai eue, je ne sais pas... C'est d'ailleurs ce que cherche à faire Abiy Ahmed, puisque la reprise des offensives se justifie en partie aussi avec le refus aujourd'hui de l'évolution de ce conflit vers le sud. Et également, Abiy Ahmed est quelqu'un qui refuse aussi l'internationalisation de ce combat-là ou bien de ce conflit. On a vu il y a quelques mois de cela des fonctionnaires onusiens qui avaient même été exclus de cette partie de l'Éthiopie. Absolument, parce que Abiy, ce qu'il fait, c'est quelque part aussi, il s'est appuyé sur certaines ethnies, les Amara, etc., pour combattre les Tigréens. Parce que c'est un conflit à plusieurs visages, en réalité. Ce n'est pas seulement entre Tigré, Érythrée ou Éthiopie, Tigré. Non, mais il y a aussi des ethnies comme les Amara, des conflits communautaires, des conflits, et que d'ailleurs le gouvernement fédéral actionne quelque part en mettant de l'huile sur le feu. L'impression que j'ai eue, c'est quelque part, c'est qu'en décrétant de cesser le feu, tout ça, d'une façon unilatérale, en se retirant de certaines villes, parfois en laissant la rébellion s'implanter, le sentiment que j'ai eu, c'est quelque part, dans un premier temps, le gouvernement éthiopien était beaucoup plus préoccupé à conserver son pouvoir en Éthiopie d'abord, qu'à stabiliser son pouvoir, en se disant, écoutez, on lutte contre la rébellion au Tigré, mais en réalité, ce qui nous importe, c'est de stabiliser notre pouvoir en Éthiopie. Parce que quelque part, à un moment donné, on avait tous l'impression, moi le premier, que le gouvernement d'Addis Abeba, c'était fini. C'est l'impression que j'avais. On avait même vu Abiy Ahmed descendre sur le terrain des combats. Non, parce qu'il y avait un risque. Il y avait un risque d'instabilité. Maintenant, que fait Abiy? Il dit, OK, maintenant je cantonne les forces érythréennes en Érythrée. Je me fais aider par, du moins au Tigré, je me fais aider par l'Érythrée. Je stabilise mon pouvoir. Après le reste, ce n'est pas grave. Donc, quelque part, je pense que j'ai l'impression, c'est une impression que j'ai vraiment qui est forte, c'est que quelque part, il sait que la rébellion est fortement armée, et avec des armes lourdes et tout, et avec l'occupation de beaucoup d'espace, avec des moyens et tout. C'est le terrain. Voilà. Le terrain du Tigré n'est pas vraiment en faveur du gouvernement fédéral. Donc, qu'est-ce qui préoccupe le gouvernement fédéral? C'est de dire, on va faire la guerre pour les cantonner au Tigré, dans leur zone, et ne pas menacer notre pouvoir au niveau de Addis Abeba. C'est une préoccupation majeure pour Abiy. Et le reste, c'est pas grave. Dès que on sait que les gens vont rester sur place, on va peut-être ouvrir des corridors humanitaires. Par rapport à cette situation-là, M. Ba, est-ce qu'on n'assiste pas également à un échec du processus de négociation qui avait été entamé jusque-là? Oui, on va partir sur de nouvelles bases parce que là, selon la gravité de la situation, on négocie selon le contexte, selon sa situation dans les rapports de force. Il faut poser la question. Les rapports de force arrangent qui actuellement, à l'état actuel?
comment les partis de part et d'autre se sentent en termes de confiance. Est-ce que si une partie négocie, que ce soit le pouvoir fédéral ou que ce soit au niveau du Tigré, est-ce qu'ils ont plus à gagner ou plus à perdre? C'est quoi l'enjeu? Et donc, chacune des parties va se poser cette question avant d'aller vers des négociations ou pas. Parce que quand vous avez quelque chose à poser sur la table, vous négociez mieux que quand vous venez les mains vides. Et donc, ça dépend donc de la situation. Je pense que les négociations vont repartir sur de nouvelles bases. Et les nouvelles bases, c'est les nouveaux rapports de force. Et quel rôle de l'Union africaine dans cette reprise des négociations sur de nouvelles bases? Nous avons rappelé tout à l'heure que le médiateur actuel, aujourd'hui, est décrié par la partie tigréenne qui l'accuse en tout cas d'être partisan vis-à-vis d'Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien. Non, moi, je suis toujours déçu par la posture de l'Union africaine. Ce n'est pas seulement pour le cas de l'Union, pour le cas après, parce que la plupart des organisations de maintien de la paix qui existent actuellement, la majorité se passe en Afrique. Et il est toujours décevant de remarquer comment l'Union africaine n'anticipe pas sur certains conflits à venir, comment on n'ouvre pas des pistes de négociation dès le départ, bien qu'avant qu'on arrive à compter le nombre de morts. Parce qu'une mort, c'est toujours une mort de trop. Et il n'y a pas de guerre sans... Il y a des millions de personnes vulnérables qui vont partir, qui seront jamais... qui vont rater leur vie, en fait, à cause de conflits politiques, des conséquences de cela. Donc, c'est en cela que moi, je trouve que l'Union africaine doit repenser ses instruments de paix, son conseil de sécurité, sa force en attente, son système d'alerte rapide, qui n'existe tout ça que de nom. Et que dans la réalité, ils ont besoin de renouveler leur façon de régler, de faire la résolution des conflits. Qu'est-ce qui fait déjà que sur le continent, dans la plupart des conflits que vous avez rappelés tout à l'heure, on ne sent pas trop également les mécanismes endogènes de prévention et de résolution des conflits? Puisque au-delà également des aspects juridiques, des mécanismes juridiques également, l'Afrique avait aussi ces mécanismes endogènes de prévention et de résolution de nos conflits. Oui, mais ces mécanismes endogènes, il faut les institutionnaliser. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire qu'on avait le tribunal populaire et que sur un fait qui arrive, on va faire le tribunal populaire. On le fait comment? Qui le fait? Qui est en charge? C'est quoi le processus? C'est quoi le lieu, le temps et les moyens pour contourner? C'est-à-dire que j'ai comme l'impression qu'on imagine une Afrique qui n'a jamais existé. Il y a des mécanismes, bien sûr, traditionnels qui ont existé, mais il faut les voir, les lister, voir quels sont les mécanismes qui fonctionnent selon le moment. Il y a dans les rares pays où ces mécanismes ont fonctionné, notamment après l'apartheid, au Zimbabwe, dans une certaine mesure, après la sortie de crise. Mais très rarement, est-ce que les institutions au niveau continental ont à cœur de régler réellement les conflits? Quand on regarde l'attentisme dont elles font montre, moi je me dis, mais ça ne sert à rien d'avoir ces mécanismes si c'est pour ne pas mettre en œuvre des outils de résolution des conflits qui ont fonctionné, qui ont fait leur preuve. Parce qu'ici, ce qui est important, c'est juste d'éviter que les vulnérables ne souffrent encore d'une nouvelle guerre qui aurait pu être évitée. C'est-à-dire que tant que la négociation existe et d'autres moyens qui existent pacifiques, pour régler les différends autour de table, il y a beaucoup de choses. Et il faut réinventer la résolution des conflits en Afrique. Et à chaque fois, on voit que les mécanismes institutionnels hérités de l'ONU et hérités des systèmes européens ne fonctionnent pas parce que ça n'intègre pas la dimension socio-anthropologique et culturelle. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, Hassan, adapter nos mécanismes de résolution ou de prévention de nos conflits par rapport à nos systèmes ou bien nos réalités socio-politiques, comme l'a rappelé le Dr Ba tout à l'heure, ou bien le Dr Amba tout à l'heure? Théoriquement, oui, mais en pratique, c'est difficile à mettre en œuvre, hein, attention. Les conflits sont multidimensionnels avec des raisons, avec des soubassements d'intérêts, voilà, surtout économiques, parfois ethniques. C'est très compliqué. Mais souvent, Hassan, nous notons beaucoup de similitudes également entre les conflits sur le continent. Souvent, il y a cette question économique, il y a les questions communautaires, il y a une dimension géopolitique. Les batailles entre grandes puissances en Afrique, qui finance les rebelles? Les rebelles ne s'arment pas comme ça, ne se réveillent pas comme ça. Les groupements de rebelles ne naissent pas comme ça. Les gens, tout en disant qu'ils veulent la paix, publiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils alimentent des conflits
parce qu'ils ne souhaiteraient que tel régime ne soit pas au pouvoir ou ne perdure pas au pouvoir. Et donc ils alimentent des groupes d'opposition et des conflits. Nous savons comment ça se passe. Par rapport à cela déjà, Hassan, les deux partis, malgré qu'il y a la reprise des combats et tout, le gouvernement fédéral dit être toujours ouvert à dialoguer. Même chose également du côté du gouvernement tigréen. Eux aussi se disent qu'ils sont prêts à négocier. Aujourd'hui, au-delà donc de l'Union africaine, quel rôle également de l'Organisation des Nations Unies et des partenaires internationaux pour accompagner aujourd'hui, aller vers cette négociation? Comme l'a rappelé tout à l'heure M. Ba, tôt ou tard cela doit finir autour d'une table. Donc comment l'ONU, également les partenaires internationaux peuvent accompagner pour... L'ONU ne peut pas multiplier les médiations. Dès qu'il y a un médiateur de l'Union africaine, l'ONU doit accompagner le médiateur de l'Union africaine. Mais ce que les rebelles sont en train de dire là, c'est un piège. Je pense que M. Ba l'a rappelé tout à l'heure. Si vous dégommez Obasanjo parce que simplement les autres, les uns ne souhaitent pas le voir, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que l'autre qui va venir maintenant serait favorable aux rebelles. Or, un médiateur de l'Union africaine, il ne peut pas a priori être favorable à une rébellion. Une rébellion, c'est contre la légalité républicaine. Attention, c'est pour ça que les rebelles, a priori, rejettent un peu les médiateurs. Ils sont prudents, ils sont méfiants envers les médiateurs de l'Union africaine. Parce qu'ils se disent que... Les rebelles tigréens rejettent les médiateurs de l'Union africaine. Il y a également l'opposition centrafricaine qui rejette la proposition de modification de la Constitution par le président Faustin Archange Touadéra. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Et je démarre par vous, Hassan Samb. Déjà, quelle lecture faites-vous de la volonté du président Faustin Archange Touadéra de vouloir changer la constitution centrafricaine? Merci. J'ai l'habitude de dire que la Centrafrique est vraiment le centre de l'Afrique. C'est-à-dire que la Centrafrique centralise ou catalyse tous les problèmes de l'Afrique en réalité. Tous les problèmes que vous voyez en Afrique, vous les voyez en Centrafrique. Et une sorte de laboratoire. De laboratoire et au double, hein, parfois, c'est des crises extraordinaires, des coups d'État, des trucs de rapport de force, des rébellions partout, etc., des oppositions radicales, tout ce que vous voyez en Afrique. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on voit ailleurs, ce qu'on voit en Guinée, ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Quoi? Parce que le souci de rester au pouvoir par des modifications constitutionnelles. Donc par un coup d'État constitutionnel. C'est tout. Le président veut rester. Il ne veut pas partir. Il le dit d'ailleurs assez bien en disant que oui, les gens me disent de rester, donc je vous ai entendu, etc. Mais tout ça, c'est des discours. Mais cela ne se justifie pas dans la mesure où dans le pays, depuis des mois, on avait enregistré aussi pas mal de manifestations où c'était des gens qui sortaient dans la rue pour demander au président aujourd'hui de modifier cette constitution-là. Vous savez, Daouda, nous tous, on est africains. Nous savons très bien comment ça se passe. Tout ça, c'est organisé en amont. Hein? Téléguidé, il y a des gens derrière, on finance, on actionne des réseaux, etc. pour manifester, c'est clair. C'est comme ici, quand on débarque un ministre, ben, ses partisans descendent dans la rue. Tout ça, c'est organisé, vous savez. Donc, il n'y a pas de secret en réalité. Ce n'est pas parce que des gens manifestent dans la rue que vous devez violer la Constitution. C'est trop facile de raisonner de cette façon-là. Parce que la Constitution, elle est faite pour être respectée. Donc, parler de référendum, c'est un peu le scénario à la guinéenne. Elle respecte Alpha Condé. Vous voyez, donc un peu, je pense qu'il faut faire très attention. Et avant lui, d'autres présidents, d'ailleurs, l'ont fait, c'est clair. On a vu le cas Blaise, quoi, comparé. Donc, c'est ça, en réalité, le président veut rester par le mécanisme que l'on sait, en actionnant certains de ses partisans, ce qui souhaite qu'il reste maintenant sur le plan géopolitique, pas géopolitique, mais sur le plan politique interne. Il y a des difficultés, c'est vrai, sécuritaires, nous le concédons. On reste avec ces difficultés-là. Déjà, lors du dialogue républicain initié par le président Touadéra même, le parti au pouvoir avait soumis une proposition de révision de cette constitution-là, surtout sur la question des mandats. Je rappelle déjà que l'opposition centrafricaine avait boycotté ce dialogue-là. Également, les groupes armés, les groupes rebelles centrafricains étaient également d'office exclus du dialogue. Est-ce que déjà cette proposition faite à l'époque ne pousse pas aujourd'hui l'opposition à prêter au président Touadéra une volonté de vouloir faire un troisième mandat? Oui, mais en tout cas, même si l'opposition lui prête des volontés, mais elle a raison de le penser, parce que tout simplement, se baser sur des manifestations, moi j'ai vu des articles où on dit que les manifestants ont été payés, ce qui est très courant, ce que M. Sam disait tout à l'heure, mais même s'ils n'étaient pas payés, on n'a pas le droit de changer des règles du jeu en cours de match.
Moi, l'idée, je donne toujours la métaphore du match avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Guinée avec Alpha Condé, ce qui se passe partout ailleurs, ce qui a été le cas même au Sénégal pendant un moment. Les gens essaient de modifier les règles du jeu en cours de match et c'est tout à fait de mauvaise foi. Et là, c'est très visible puisqu'on est dans un contexte mondial où ce qui se fait en Centrafrique est su au Sénégal. Donc, les moyens de contrôler l'information ont diminué. Donc, ce qui fait que les acteurs politiques ont intérêt à être beaucoup plus francs dans leur action politique et d'utiliser d'autres arguments que les arguments qu'on a entendus par rapport à la modification. Et surtout, revenir et rappeler aux acteurs politiques que la sacralité, en tout cas républicaine, de la Constitution. On ne peut pas toucher les constitutions à chaque fois qu'on veut prolonger un mandat, à chaque fois qu'on veut changer telle ou telle autre règle. On a vu pour le cas de la Côte d'Ivoire où on a augmenté l'âge ou diminué l'âge selon ce que Ouattara l'a fait. Pour diminuer, quand on a vu la limitation d'âge. Et on reste même en Centrafrique où le président Faustin Archange Touadéra a d'ailleurs signé le décret consacrant la création d'un comité qui est chargé de la rédaction de cette nouvelle constitution-là. Aujourd'hui, pour les défenseurs de cette révision constitutionnelle, l'actuelle constitution datant de 2016 sous la transition dirigée par Catherine Samba Panza, aujourd'hui, selon eux, ces défenseurs-là, cette constitution n'est plus adaptée aux réalités sociologiques, économiques et surtout sécuritaires du pays. Vous partagez-vous cet avis? Non, pas du tout. Je pense qu'il raconte n'importe quoi, excusez-moi du langage, mais parce que tout simplement, une constitution, on ne la change pas chaque 5 ans. On ne change pas une constitution chaque 10 ans. Parce que les réalités évoluent certes, mais qui sont-ils, eux, pour dire et décider de façon unilatérale que la constitution ne colle pas? Pourquoi ne pas faire des amendements simplement? Vous savez, moi je donne l'exemple toujours des États-Unis, leur constitution n'a jamais été révisée. Il n'y a eu que des amendements pour telle ou telle autre chose. Parce que tout simplement, pour qu'une constitution soit respectée, il faut qu'on respecte le principe de... comment dire? On ne peut pas chaque 5 ans modifier. On ne doit pas toucher. Non, on ne doit pas toucher. La révision constitutionnelle, on la met juste pour, de temps en temps, par génération, quand il y a eu des évolutions majeures, de l'intégrer. Mais ce qu'on fait au Sénégal, ce qu'on fait dans un pays comme la Centrafrique ou partout ailleurs en Afrique, c'est de modifier à chaque fois que ça n'arrange pas un acteur politique. D'ailleurs, le professeur Babacar Kanté disait, on légifère pour. Il dit que le problème qu'on a ici, c'est qu'on légifère pour le président ou on légifère contre des opposants. Et en ce qui concerne ça colle à la constitution, à la situation de la constitution centrafricaine, qui est une belle constitution que j'ai lue. Et pour moi, il n'y a pas de raison. Les raisons avancées ne sont pas vraiment recevables. Et par rapport à cette constitution de 2016, je rappelle également, comme M. Bach, que cette constitution également avait pris en compte la situation actuelle du pays et s'était même projeté dans des perspectives par rapport et même aux réalités centrafricaines. Y a-t-il aujourd'hui lieu ou urgence donc de vouloir coûte que coûte aller vers un référendum pour aller vers une nouvelle constitution centrafricaine? Absolument pas. C'est clair que quelque part, ça rappelle un peu le scénario de la Guinée-Conakry, avec cette constitution qui était belle avant l'arrivée d'Alpha Condé, qu'il a voulu modifier par référendum. Donc, quelque part aussi, c'est ici la même chose, même si le contexte centrafricain est totalement différent, parce que même quand vous organisez un référendum en Centrafrique, qui vote? Qui vote? Organiser des élections en Centrafrique déjà pose problème. Parce que quand le président ne contrôle pas au moins 60%, 70% du territoire, vous organisez, le reste étant, le président occupe peut-être 30% ou 25%. Déjà, c'était le problème pour sa réélection lors du second mandat, puisque les élections n'avaient pas pu se tenir dans beaucoup de localités, à l'époque occupées par les rebelles. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec le référendum? C'est juste, quelques localités qui vont voter au nom de tout le pays. Ce n'est pas possible de cette façon-là. Voyez-vous la difficulté que la Centrafrique a plus que d'ailleurs les autres pays. C'est que quelque part, dans la majeure partie du pays, il y a des groupes rebelles, il y a des gens qui sont là, qui sont armés. Le président ne peut même pas se déplacer à moins de faire des compromis avec des chefs rebelles dans certaines zones. Et même certains leaders politiques comme Bozizé sont accusés de connivence avec des mouvements rebelles. Voyez un peu la situation, le contexte centrafricain qui est extrêmement difficile avec des groupes comme mais est-ce que les choses ne bougent pas aussi à
si l'on sait qu'aujourd'hui, le président Touadéra a quand même réussi à reprendre le contrôle de certains territoires qui étaient entre les mains de ces groupes rebelles. C'est clair, en rapport avec, bien sûr, avec les instructeurs russes, comme ils les appellent. On parle d'instructeurs russes, les autres parlent de Wagner. Dans tous les cas, il y a la présence forte de la Russie, qui ne plaît pas du tout à la France, ça faut le dire, qui ne plaît pas également aux États-Unis, c'est clair. Et cette avancée de la Russie sur le territoire africain, en Centrafrique, surtout l'implantation de la Russie, ça ne plaît pas du tout. Et bien entendu, le président Touadéra, il incarne cela, il incarne un renouveau, un changement de cap par rapport à la politique française, à la politique néocoloniale et tout, une rupture. Et il ne souhaiterait pas, comme d'ailleurs il me rappelle Mugabe, il ne souhaiterait pas laisser le pays à d'autres, mais qui peut-être vont la redonner à la France. Vous voyez un peu le souci. C'est un peu des gens qui raisonnent comme Mugabe. On ne va pas laisser ce pays, c'est comme ça que Mugabe raisonnait, on ne va pas laisser le pays à n'importe qui. Vous voyez. Donc aujourd'hui, la Centrafrique, il y a des acquis, c'est clair. Ils ont réussi beaucoup de choses, mais il y a tellement de défis. Et je me demande comment on peut s'en sortir. Parce que même organiser une élection ne règle pas la question. Parce que qui va voter en Centrafrique? C'est peut-être une partie du pays déjà qui va voter. La diaspora, elle est là. L'opposition, elle est radicale. Il y a des anciens chefs d'État, il y a les Bozizé, il y a tout ça. Le président parfois discute avec certains, ne discute pas avec d'autres. Il discute avec des chefs rebelles. Mais la question est extrêmement difficile en Centrafrique. Est-ce que maintenant la question de fond, est-ce qu'on va privilégier la légalité républicaine au détriment de la sécurité et de l'unité nationale, ou bien est-ce qu'on va privilégier la sécurité, la stabilité et l'unité nationale et peut-être mettre en veille les vérités démocratiques en attendant? Ça aussi c'est une préoccupation au regard du contexte centrafricain. Mais sur le principe, on n'est pas d'accord. Et on reste avec cette réalité démocratique. Le 13 août dernier, le chef de l'État centrafricain, Touadéra, dans une adresse à la nation, disait entendre les préoccupations de ses concitoyens, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui réclament une nouvelle constitution. Mais la voie qu'il a choisie, c'est le référendum. Et on sait qu'aujourd'hui, l'actuelle constitution, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui date de 2016, est une constitution qui précisait que pour la révision, certains points ne pouvaient pas faire l'objet de révision de cette constitution, y compris même la révision de la constitution. Donc, est-ce que le choix du référendum ne s'explique pas par ce point-là de la constitution, enfin pour éviter de violer la constitution actuelle, il a choisi le référendum plutôt que la révision, puisque la révision était impossible juridiquement. Oui, mais il essaie des moyens de rester au pouvoir, c'est clair. Mais pour moi, je ne vois, j'ai vu les revendications de part et d'autre, mais c'est juste qu'il sait que les rapports de force en interne sont quelque part de son côté par rapport à l'opposition. C'est pourquoi il s'essaie sur cette voie un peu dangereuse, je ne sais pas, parce qu'il peut remettre le pays dans le cercle infernal où il se trouve déjà. Et je trouve que les priorités de la Centrafrique sont d'ordre sécuritaire d'abord. Au niveau étatique, l'État doit reprendre ses droits sur son territoire. C'est-à-dire assurer la sécurité des personnes et des biens, faire en sorte qu'il y ait un service public accessible aux citoyens centrafricains et aux résidents, avant de parler de questions de mandat et de révision constitutionnelle. Et quand vous organisez un référendum, on a vu, souvenez-vous, que la Centrafrique a, en tout cas à un moment donné, repoussé des élections pour défaut en termes logistiques. Et donc, où est-ce que, en termes logistiques et tout ça, n'est-ce pas un gaspillage en réalité des ressources publiques qui doivent être réorientées vers les vraies priorités? Et les vraies priorités de la Centrafrique, ce n'est pas vraiment une élection. Déjà qu'une présidentielle doit se tenir aussi en 2025. Voilà. C'est pas des élections. Moi, dans le pire des cas, pour moi, les élections ne sont même pas démocratiques en réalité. La participation citoyenne n'est pas garantie, la sécurité de la participation n'est pas garantie, la participation sur tous les territoires n'est pas garantie. Je pense que c'est ça les priorités, la reconstitution d'une armée centrafricaine républicaine, le fait de retrouver l'intégrité de son territoire. Ça, c'est les priorités normalement de tous les présidents. Sinon, comme la sécurité précède tout ce qui va avec on va toujours revenir à zéro dans un pays où chaque gouvernant va venir essayer de tripatouiller des constitutions. Et ils ont même tué la sacralité de la constitution. C'est comme si l'énorme travail qui a été fait par son prédécesseur
ne sert à rien en fait. Comme si les gens étaient en tout temps constitution même, M. Ba, il y a le bloc républicain pour la défense de la Constitution, une coalition de l'opposition et d'autres membres de la société civile, aujourd'hui qui a introduit un recours au sein de la Cour constitutionnelle pour aujourd'hui dénoncer ce qu'ils appellent une mesure anticonstitutionnelle, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, cette constitution-là même explique aujourd'hui au niveau de la révision que cette constitution même ne peut pas faire l'objet de révision. Aujourd'hui, ils espèrent que la Cour constitutionnelle sera en leur faveur, dira le droit selon eux, c'est-à-dire que cette mesure ne peut pas passer. Mais le problème avec le droit, ici, c'est qu'on est devant un problème politique. C'est un problème de consensus autour des règles du jeu. Les partis ne sont pas d'accord sur les règles du droit. Un problème politique. Je reviens à votre question. C'est pour dire simplement qu'ils sont en train de poser juridiquement un problème politique. Parce que juridiquement, la loi ne dispose que pour le futur. Ça veut dire quoi? S'il y a une loi avant-hier et une loi aujourd'hui, on va faire primer la loi d'aujourd'hui au nom du conflit des lois dans le temps. C'est-à-dire que la nouvelle loi va toujours primer. Et donc, le principe de la non-rétroactivité de la loi, à part quelques exceptions. Voilà, c'est ça le problème en fait. Et donc je pense qu'il joue toujours sur ça. Il faudra trouver un moyen de verrouiller définitivement cette question parce que c'est utilisé par beaucoup d'hommes politiques pour essayer de modifier les constitutions. Mais la constitution de 2016 semblait avoir verrouillé la question des mandats, puisqu'il était précisé que nul n'avait le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs, et il était même précisé que le président qui va être élu après la transition, son premier mandat, il sera compris. Maintenant, le problème, c'est que ce sera au niveau de l'interprétation. S'il y a référendum et qu'il y a une nouvelle constitution, on va compter à partir de quelle constitution? Les gens vont dire que la dernière constitution, là on compte à partir de 2022. C'est-à-dire que c'est une sorte de manie pour modifier. Parce que l'histoire constitutionnelle montre cela. La constitution a été mise en place dans beaucoup de pays parce qu'on sait que les hommes politiques ont toujours développé un arbitraire pour modifier les lois en leur faveur. Ils interprètent toujours les textes selon que ça les arrange ou pas. Et ça, c'est vérifié. Donc, la Constitution était là pour mettre des lois de rigueur pour diminuer l'arbitraire du pouvoir politique. Donc, et jusqu'à présent, ils essaient de cette saisine de l'opposition. Quelle issue même si la Constitution, même si la Cour constitutionnelle rejette ou accepte, je pense que l'exécutif va essayer de continuer cette manœuvre-là et on risque d'aller vers une autre crise centrafricaine. Et par rapport à la Cour constitutionnelle, je rappelle que la Constitution de 2016 prévoyait qu'avant une telle mesure, le président devait consulter l'Assemblée nationale pour validation, ainsi que également la Cour constitutionnelle, donc ce qui a déjà été fait avant que ce comité ne soit mis en place pour la rédaction d'une nouvelle constitution. Hassan, cette coalition de l'opposition centrafricaine attaque aujourd'hui le décret présidentiel daté du 26 août portant création du comité de rédaction d'une nouvelle constitution. Selon ses membres, il n'y a nulle part dans la constitution aujourd'hui de la Centrafrique où le président a le droit d'organiser un référendum dont l'objectif serait la disparition pure et simple de l'actuelle constitution, celle de 2016. Que pensez-vous déjà de cette attitude du président Touadéra et même de l'opposition centrafricaine face à tous les défis qui attendent aujourd'hui ce pays-là? Sur le principe, nous ne pouvons pas cautionner la démarche du président Touadéra, c'est clair. Maintenant, ça, on l'a déjà dit. Maintenant, il faut magnifier également le comportement de ce bloc, BRDC, le bloc de l'opposition. C'est une attitude républicaine. Aller d'abord vers la Cour constitutionnelle, vers les tribunaux, pour régler les contentieux. En Guinée, le FNDC, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans la rue. Il y a eu des morts à chaque fois. Vous rappelez les manifestations des FNDC. Les BRDC, pour le moment, restent dans une attitude républicaine qui consiste à dire qu'est-ce que la Cour va dire. D'abord, c'est la question qui se pose. Après, mais je trouve que c'est très bien. Ils sont déjà dans une démarche très républicaine. On verra maintenant après ce que la Cour va en dire. Et bien sûr, si eux, ils pensent qu'il faut maintenant faire comme le FNDC, descendre dans la rue, manifester ou bien faire d'autres actions, ça aussi, on verra. Mais je pense que le président Touadéra arrivera à son objectif principal, qui est de modifier la Constitution, de faire modifier la Constitution et bien entendu d'essayer de rester au pouvoir aussi longtemps que possible dans cette situation centrafricaine qui est déjà assez compliquée comme ça. Vous voyez, parce qu'il se dit dans sa tête, l'impératif sécuritaire
et d'unité nationale, d'intégrité, de stabilité du pays lui semble être beaucoup plus important que le respect des normes juridiques. Face à cette situation aujourd'hui, quel rôle aujourd'hui de la société civile centrafricaine et même des juges constitutionnels face à l'histoire ou bien face à cette situation-là? Ah ben, c'est de rappeler la légalité républicaine. Il me semble qu'en effet, on ne peut pas changer les règles du jeu. Ça, je pense que le professeur l'a dit tout à l'heure. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Quelle que soit l'importance, le charisme, la dextérité de l'homme, du président, nul n'est indispensable. C'était d'ailleurs dans l'exposé des motifs de toutes les constitutions pour lesquelles on procède à la limitation, c'est ce qu'on dit en réalité. Donc nul n'est indispensable et il faut éviter les règnes. Parce que si on reste, on risque d'avoir les mêmes réflexes que les rois. On privilégie les mandats. C'est ce que d'ailleurs Ismaël Madior Fall avait très bien théorisé dans son livre sorti en 2008 sur justement la limitation du panafricanisme en Afrique. Donc quelque part, les gens sont d'accord sur les principes. Donc sur ces principes, nous restons. Nous ne pouvons pas nous déroger des principes. Nous savons que le contexte centrafricain est très particulier. L'impératif sécuritaire devrait être privilégié, l'intégrité territoriale, la stabilité de la nation, tout cela devrait être privilégié. Mais on ne peut pas pour autant changer les règles du jeu. Et c'est ça ce que la société civile doit rappeler au président, c'est ce que également la Cour constitutionnelle doit rappeler au président en disant que vous avez travaillé, vous avez fait votre temps, vous êtes bien, mais quand même, il y a d'autres Centrafricains également qui pourraient davantage faire que vous. Et je pense que c'est cet état d'esprit qu'il faut maintenir. Si on y déroge, c'est fini. On ouvre la boîte au Pandore et les présidents qui viendront feront également des constitutions taillées sur mesure. Et d'ailleurs, quand est-ce que va partir, on ne sait pas. Il risque de faire 30 ans ou 50 ans. Voyez-vous, c'est le risque. Et par rapport à ce que vient de rappeler Hassan tout à l'heure, M. Ba, on a vu la Cour constitutionnelle centrafricaine rejeter un projet de loi qui avait été proposé par le président Touadéra. Il s'agissait de la création d'une monnaie électronique, une crypto-monnaie, pour en faire aujourd'hui le Sango, une monnaie officielle également centrafricaine. La loi a été rejetée aujourd'hui par la Cour constitutionnelle, comme aujourd'hui l'a théorisé Hassan. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette saisine de l'opposition aussi aille dans ce sens-là, c'est-à-dire que cette Cour constitutionnelle rappelle aujourd'hui ce qu'a dit cette constitution dans le cadre de la révision et rappelle qu'on ne peut pas changer, pour vous reprendre, les règles du jeu en cours de match? Si la Cour peut siffler la fin de la récréation en disant que ce n'est pas un projet constitutionnel, c'est anticonstitutionnel, ça remet en question les principes généraux sur lesquels notre champ politique et institutionnel sont basés, et ça réglerait peut-être le problème, ou peut-être qu'il essaierait une autre façon de rester au pouvoir. Parce que les hommes politiques ont cette créativité lorsqu'ils veulent rester au pouvoir, ou leur créativité, ça ne va que dans ce sens d'ailleurs. Et donc, n'ont jamais réglé les problèmes des populations en temps et en heure. Oui, si ça peut être une option, mais peut-être que aussi ce rejet, c'est dû simplement de la crypto-monnaie au fait que les gens ne font pas assez confiance à cette nouvelle monnaie, et que durant cette crise-là, dernière crise-là, il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent dans l'investissement de la crypto-monnaie. De là à en faire une monnaie institutionnelle, pour moi, c'est pour le moins audacieux, parce que l'État doit pouvoir contrôler la fiscalité. L'État a le monopole fiscal selon Weber. Max Weber nous dit que, à la suite, bien sûr... les crypto-monnaies sont des monnaies assez volatiles également. Volatiles, mais pas du tout. Il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de crypto-monnaies, certains sont plus connus que d'autres, mais il y a une certaine versatilité qui fait que est-ce qu'un État peut baser ses investissements sur cela? C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu trop risqué pour un État qui doit être dans la continuité, dans la permanence et l'accessibilité de tout le monde. Est-ce que tout le monde aura accès à cette crypto-monnaie en Centrafrique et ailleurs? Est-ce qu'on peut faire confiance pour faire des projets de développement structurel avec cette monnaie? C'est des questions techniques que les spécialistes doivent poser avant de simplement d'être dans une sorte d'audace politique qui peut être intéressante, certes. Mais un chef d'État aujourd'hui, comme l'ancien président centrafricain Bozizé, est accusé de soutenir la rébellion. Quel rôle est-ce qu'aujourd'hui cet ancien président centrafricain peut jouer par rapport à cette situation aujourd'hui qui se passe dans le pays, à savoir la volonté de Touadéra de vouloir modifier la constitution et l'opposition également qui s'y oppose, ou bien le bloc de l'opposition et d'une partie de la société civile? La question c'est, est-ce qu'il veut revenir? Parce que le problème avec les hommes... Est-ce que les conditions s'y prêtent également? C'est ça en fait. C'est-à-dire que
c'est quoi la politique sinon des rapports de force? C'est des rapports de force sous forme relationnelle et processuelle. Il y a processus et relation. Donc, si moi, ancien président, j'ai envie de revenir, j'analyse la situation globale et je bouge mes pions selon la situation. Si une rébellion peut donner que moi, je suis légitime pour revenir, ça, c'est une carte et je pourrais jouer à leur faveur. Et vice-versa. Demain, si le président lui propose un poste qui lui permet de revenir dans le jeu, est-ce qu'il ne va pas lâcher? Donc pour moi, comme je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas vraiment ce qu'il a envie. Mais il faut juste savoir qu'en politique, le jeu n'est jamais fini. Le jeu n'est jamais fini et que peut-être qu'il a quelques cartes à jouer, on verra, selon l'évolution de la situation en Centrafrique. Hassan, la situation en Centrafrique est la même que l'on voit dans beaucoup de pays aussi à travers le continent, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou bien ailleurs, c'est-à-dire la question de la limitation des mandats. Et actuellement, il y a la modification en cours de la charte africaine de la démocratie, de la bonne gouvernance et des élections. Et c'est un point également qui pose problème, dans la mesure où aujourd'hui l'institution panafricaine qui est l'UA a la volonté aujourd'hui de légiférer dans ce domaine-là, c'est-à-dire de mettre cette limitation des mandats, mais d'autres pays également s'y opposent. Est-ce que le temps n'est pas venu aujourd'hui de mettre des mécanismes au-delà même de nos États, de mettre des mécanismes au niveau panafricain ou bien au niveau des communautés économiques régionales qui vont jouer sur ce point-là, c'est-à-dire la question de la limitation de ces mandats-là? C'est encore très difficile, ce sera très difficile. Vous savez que les États sont souverains. C'est ça aussi le problème, la souveraineté des États. Le droit que chaque État a à légiférer par rapport justement à son fonctionnement interne. Ça, on ne peut pas... Mais des concessions peuvent être faites également au sein de l'Union dans la mesure où on a vu la ZLECAf et d'autres également qui ont été déployés grâce à des concessions faites par les... Absolument, ça, la ZLECAf, oui, on applaudit. Ça, c'est le plan économique. On a toujours rêvé de voir une structure comme la ZLECAf. Mais sur le plan politique, c'est très difficile pour une institution régionale, sous-régionale africaine de dire, écoutez, désormais, voilà ce que vous devez faire. Parce que chaque président, chaque État viendra dire non, nous, au contraire, voilà ce que nous arrange. Parce qu'en réalité aussi, j'ai un petit souci par rapport à ces institutions-là, à ces limitations de mandat, c'est vrai. On le fait ailleurs, hein, aux États-Unis, c'est 4 ans, 2 fois 4. Mais en réalité, est-ce que c'est ça qui nous arrange également? Ça c'est une question fondamentale que je me pose. Parce que ça peut arranger certains États, mais pas forcément peut-être tout le monde. Il y a certains qui font peut-être mandat de 7 ans, peut-être d'autres diront mandat de 5 ans, d'autres diront mandat illimix. C'est-à-dire qu'on va voir si ça nous arrange. Parce que le temps d'être là, de travailler, alors que le président il a le meilleur profil, et s'il doit quitter, ça n'arrangera pas forcément le peuple. On l'a vu entre Poutine et Medvedev. Quand Poutine a fait deux mandats, il devait partir, et quelque part, il a fallu que Medvedev prenne le pouvoir et que lui soit premier ministre pour redevenir président. Mais pour ce cas précis, on l'avait vu partir et revenir, sachant qu'aujourd'hui également les hommes partent, les institutions demeurent. Oui. Il faudrait également pour ces hommes savoir qu'aujourd'hui ils peuvent dérouler leur programme, faire leur mandat, partir, organiser des élections pour céder le pouvoir à d'autres également qui ont été élus. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Oui. Nous recevions M. Hassan Samb, directeur de publication de Rewmi Quotidien. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci également à M. Hamidou Sambaba. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Merci également à l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.